Troisième lac italien par sa superficie, le lac de Caume se décline en 3 branches formant un Y renversé. Entouré de montagnes, il offre à ceux qui viennent le visiter de splendides paysages et pour ceux qui habitent ses rives, c'est un havre de paix et de douceur. Au cours d'un séjour à proximité de la ville de Caume, nous avons découvert quelques-unes de ses richesses patrimoniales, parmi lesquelles de somptueuses villas, des jardins luxuriants, des villages perchés entre rivages et montagnes, de magnifiques monuments abritant d'inestimables chefs-d'œuvre, de vieilles pierres honorées par des fêtes médiévales, et partout des vues d'une exceptionnelle beauté, dévoilant une nature où l'homme s'est bien sûr installé, mais en préservant l'essentiel. Notre voyage débute par la ville de Caume, située à l'extrémité sud de la branche occidentale du lac, et c'est bien sûr vers ce dernier que nous tournons notre premier regard. Une promenade aménagée le long de la rive nous amène au temple de Volta, dédié au célèbre physicien né à Caume en 1745 et inventeur de la première pile électrique. Un peu plus loin, nous arrivons devant l'Aréoclub qui propose aux touristes en quête de sensations fortes un survol du lac en hydravion. Quant à nous, nous préférons rester sur la terre ferme et voir évoluer ces grands oiseaux pâteaux, dernière espèce connue de la biodiversité locale. Plus loin, nous passons devant quelques-unes des luxueuses villas qui se dressent sur le bord du lac, ici la villa Gallia, la plus ancienne du voisinage, construite au début du XVIIe siècle. Suivent la villa Paravicini, prestigieuse résidence du XVIIIe siècle de style néoclassique, disponible pour des mariages, banquets et autres conférences, puis toute proche, l'imposante villa Olmo, propriété de la ville, utilisée pour des concerts et expositions. Devant ce luxueux palais, l'embarcadère antique sert de cadre à des photos plutôt glamour. Notre flânerie nous conduit enfin à la villa Saporiti, construite à la fin du XVIIIe siècle, actuellement siège de l'administration provinciale et qui s'honore d'avoir hébergé Napoléon Bonaparte. Nous allons maintenant prendre de la hauteur en empruntant le funiculaire qui, à partir du bord du lac, va nous permettre d'atteindre un véritable balcon situé 500 mètres au-dessus de la ville. Un superbe panorama embrasse d'un côté la ville et son majestueux Duomo, et de l'autre le lac, les collines qui le bordent et les différents villages qui s'étirent le long de sa rive. Face à nous, la petite ville de Cernobbio, près de laquelle nous avons élu domicile. Nous sommes ici dans le village de Brunate, caractérisé par des ruelles étroites, le long desquelles se dressent de nombreuses villas de style éclectique Art Nouveau, construites dans les années 1900, avant la Seconde Guerre mondiale, par de riches familles milanaises. L'église paroissiale dédiée à Saint-André est d'origine médiévale, mais a été quasiment entièrement reconstruite au XVIIe siècle, puis agrandie dans la première moitié du XXe siècle, d'où ses 2 façades. L'intérieur se singularise par la présence de ces 2 parties des XVIIe et XXe siècles, et il est orné de fresques remontant à ces 2 périodes. Sur le retable est représenté le martyre de Saint-André, datant du début du XXe siècle,
Et sur ce mur, une fresque du XVe siècle figure la bienheureuse Maddalena Abrici, dont les reliques sont conservées dans cette église. Nous retournons maintenant au cœur de la ville de Côme pour aller visiter son plus grand monument, la cathédrale Santa Maria Assunta, communément appelée Duomo. Accolée à l'ancien palais communal du Broletto d'origine médiévale et dont la tour et le clocher, la cathédrale a été édifiée à partir de 1396 à l'emplacement d'une ancienne église datant du IXe siècle. Sa construction s'est achevée en 1740 avec l'élévation de la coupole après près de 3 siècles et demi de travaux. La façade, réalisée entre 1447 et 1498, de style gothique italien, est divisée en 3 parties, séparées par de longs pilastres sculptés. Parmi les nombreux éléments de décoration, on distingue entre les 2 fenêtres l'Esprit Saint représenté par un jeune homme et Dieu le Père lui-même juste au-dessus de la grande rosace. L'intérieur est constitué de 3 nefs séparées par 2 rangées de piliers. Au-dessus de la croisée du transept, la coupole culmine à 75 mètres de hauteur. Le monument entier porte la marque de sa longue période de construction à travers les différents styles artistiques, depuis les vestiges romans de la première église jusqu'aux vitraux des frères Bertini datant du XIXe siècle, en passant par l'architecture gothique et la décoration Renaissance et baroque. Nous quittons provisoirement le centre de Côme pour rejoindre la vieille tour du Baradello, située sur une colline qui domine du haut de ses 200 mètres toute la ville. Un agréable sentier faisant partie du parc régional Spina Verde conduit aux ruines de l'ancien château et à un belvédère offrant une magnifique vue sur Côme et ses environs. De cet ensemble de toits de tuiles émergent les coupoles vertes de la cathédrale qui font face aux eaux bleutées du lac. Le Castello Baradello, dont il ne reste guère que la tour, fut construit par l'empereur Barberousse après sa victoire sur les Milanais en 1158. Retour dans la ville. Nous partons maintenant visiter un autre monument remarquable de Côme, la basilique Sant'Abbondio, chef-d'œuvre de l'architecture romane lombarde. L'édifice a la particularité de posséder 2 campaniles placés près de l'abside, plan assez rare en Italie qui révèle une influence venant de la zone rhénane. Sa façade sobre et élégante est divisée en 5 parties, correspondant aux différents vaisseaux à l'intérieur. La hauteur de la nef centrale est particulièrement impressionnante, tout comme l'ensemble des fresques réalisées au début du XIVe siècle par des artistes anonymes. Parmi les personnages représentés sur la partie supérieure de l'abside, on distingue le Christ entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste. Les différentes fresques disposées en bande verticale figurent des scènes de la vie du Christ, comme ici le voyage de Marie à Bethléem, la Nativité ou l'arrestation de Jésus. Un lieu aussi noble ne peut que favoriser la solennité des cérémonies qui s'y déroulent. Nous revenons dans le cœur historique qui a conservé une grande partie de ses remparts, avec notamment la grande tour Porta Torre, datant de 1192, et dont l'un des murs est curieusement percé de grandes ouvertures. Nous voici Piazza San Fedele, bordée des dernières maisons médiévales de Côme, et de la basilique Saint-Fidèle, autre église romane dont la façade a été reconstruite en 1914. En longeant la via Alessandro Volta, nous passons devant la maison natale du célèbre physicien dont la rue porte le nom. Un peu plus loin, nous retrouvons l'illustre personnage sur la place qui porte aussi son nom, au centre de laquelle trône sa majestueuse statue de marbre inaugurée en 1838. Des immeubles joliment décorés bordent cette place. Situé près du lac et des commerces, c'est l'un des endroits les plus animés de la ville. Pour
terminer notre découverte de Côme, nous assistons à l'une des nombreuses manifestations qui agitent la ville et plusieurs villages alentours à la fin de chaque été dans le cadre du Palio del Baradello. Cette grande animation, faite de parades, de reconstitutions historiques, de banquets et de jeux d'hiver, est destinée à célébrer la libération de la ville du joug milanais en 1159 par Frédéric Barberousse, empereur romain germanique et duc de Souabe. Ce soir-là, un cortège de figurants costumés défile dans l'un des quartiers périphériques. Des lanceurs de drapeaux accompagnés de tambourins se produisent devant quelques dizaines de spectateurs. Nous partons maintenant visiter d'autres lieux autour du lac en commençant par Cernobbio, petite station touristique située à quelques kilomètres de Côme. La petite cité est facilement accessible par le lac. Non loin de l'embarcadère s'alignent restaurants, hôtels et élégantes villas comme la Villa d'Este que nous voyons ici. Cette fastueuse demeure, aujourd'hui hôtel de luxe bâti en 1568, fut au XIXe siècle la propriété de la princesse de Galles, Caroline de Brunswick, femme du futur roi d'Angleterre George IV. Blotti au pied du mont Visbino qui culmine à 1325 mètres d'altitude, Cernobbio est le point de départ d'une route panoramique qui offre de superbes vues sur le lac et le village lui-même. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres au-dessus de la célèbre villa d'Este. En poursuivant la route jusqu'au bout, on atteint le sommet du mont Visbino, où se dresse un sanctuaire dédié à la Vierge. De là, la vue s'étend jusqu'à l'extrémité du lac, où l'on devine la ville de Côme. Nous allons maintenant prendre la route qui longe le lac pour rejoindre un autre village situé sur la rive, Laio. Une suite quasiment ininterrompue de maisons, villas et propriétés cachées derrière de longs murs défile à nos côtés, ne laissant entrevoir le lac qu'en de rares endroits. Ancré entre le lac et la montagne, Laio est un village paisible au charme discret qui s'étage au flanc du mont Colmegnone. Des ruelles pentues et des passages couverts donnent accès à de belles maisons de pierre grise. Laio s'enorgueillit de compter parmi ses résidents une célébrité internationale, Georges Clooney, qui y a acquis en 2002 une propriété située à proximité du port, la Villa Oleandra, construite au XVIIIe siècle que nous apercevons ici. Nous reprenons maintenant la route pour aller visiter l'une des demeures les plus somptueuses des bords du lac de Côme, la Villa Carlotta, située dans la petite ville de Tremezzo. Ce palais de style néoclassique a été construit à la fin du XVIIe siècle par le marquis Giorgio Clerici, en témoignage du succès de sa riche famille. En 1801, la propriété passa entre les mains d'une autre famille, celle de Giambattista Somariva, entrepreneur et collectionneur d'art, qui lui fit atteindre l'apogée de sa splendeur. Au milieu du XIXe siècle, elle est revendue à la princesse Marianne de Nassau, qui en fit cadeau à sa fille Charlotte à l'occasion de son mariage, d'où le nom de Villa Carlotta. L'intérieur est un temple de l'art du XIXe siècle qui abrite de nombreux chefs-d'œuvre, parmi lesquels Mars et Vénus, statue en marbre d'Acquisti, datant de 1805, Amour et Psyché, de Tadolini, en marbre également, réplique d'une œuvre de Canova, les modèles originaux en plâtre des figures allégoriques de l'Arc de la Paix de Milan,
La toile de Jean-Baptiste Huicard intitulée Virgile lit le 6e chant de l'Énéide à la cour d'Auguste, datant de 1818. Celle de Francesco Hayez intitulée Le dernier baiser de Roméo et Juliette, datant de 1823. Ou bien des tapisseries de l'école des Gobelins du XVIIIe siècle. On peut aussi y admirer la décoration de différentes pièces, comme ici la salle napoléonienne et son superbe plafond, la chambre à coucher de Carlotta, ou le salon Empire avec une copie de la Vénus d'Urbain de Titien. La galerie du 2e étage donne accès au balcon qui fait face au lac, duquel la vue sur ce dernier est fabuleuse. On aperçoit sur la rive opposée la petite ville de Bellagio, souvent surnommée la perle du lac, et juste à côté la villa Melzi, autre demeure prestigieuse de ces rivages romantiques. La Villa Carlotta, c'est aussi un superbe parc combinant le raffinement des parterres à l'italienne et le romantisme des jardins à l'anglaise. Passionné par les végétaux, le mari de Carlotta, Giorgio II, duc de Saxe-Meiningen, fit agrandir le parc et l'enrichit de multiples espèces pour en faire un formidable jardin botanique. Nous poursuivons notre découverte du Lario, autre nom du lac de Côme, pour nous rendre quelques kilomètres plus loin à Menaggio, splendide village merveilleusement situé à mi-chemin entre les deux extrémités nord et sud du lac. Débouché naturel du Val Menaggina, qui conduit au lac de Lugano, Menaggio est une petite station touristique ravissante, bien équipée en hôtels et restaurants, et aux espaces joliment aménagés qui respirent la Dolce Vita. Son vieux centre se divise en deux zones, une partie basse édifiée autour de l'église San Stefano suivant l'architecture du XVIIIe siècle, et une partie haute aux ruelles médiévales où se dressait autrefois un château. Sur les ruines de ce dernier s'élève aujourd'hui l'église San Carlo, datant de 1614, caractérisée par sa façade sobre en pierre et formée d'une nef unique. En remontant plus haut vers le hameau de Loveno, on atteint un joli point de vue sur le lac et sur la colline de Bellagio qui sépare la branche de Côme de celle de Lecco. Ce lieu de grand charme attirait déjà au XVIIIe siècle des artistes et des grands personnages qui aimaient y séjourner. En haut de la rue se dresse l'église paroissiale San Lorenzo e Agnese, reconstruite entre 1725 et 1738 et qui constitue un bel exemple d'art baroque. À proximité, on devine derrière les grilles de majestueuses villas, comme ici la villa Milius Vigoni, entourée de son superbe parc à l'anglaise. En redescendant la colline, on traverse le vieux cœur de Loreno avec ses ruelles et sa fontaine. La fontaine a été donnée par la famille Pilusianti à la population en 1863. Alessandro Volta, dont la famille était originaire de ce hameau, y a sa rue. Une madone du XVe siècle décore l'une des maisons qu'il aborde. Bénéficiant d'un cadre enchanteur, Bellagio est l'une des stations les plus séduisantes du Lario. Le village offre de nombreuses possibilités de balades qui permettent de découvrir un patrimoine varié et des paysages admirables. Son petit port typique, sa place centrale animée et sa promenade au bord de l'eau sont autant d'endroits où il fait bon flâner
tout en grignotant quelques douceurs et en profitant des perspectives sublimes sur les rives lointaines du lac. En regardant vers le sud, on découvre la colline boisée qui surplombe Bellagio. Et en se tournant vers le nord, on distingue au pied des montagnes le village d'Acquaseria et la villa Gaeta qui a servi de décor au film Casino Royale avec James Bond. Une navette assure la liaison entre Menaggio et Varenna, située juste en face de l'autre côté du lac. Nous irons plus tard. Nous avons choisi de prendre le bateau à Cernobbio pour nous rendre d'abord à Bellagio et profiter d'une croisière sur cette partie du lac. Notre navire quitte Cernobbio en passant devant la luxueuse villa d'Este, puis les nombreuses autres villas et jardins qui s'alignent le long de la rive. Après une première escale à Moltrasio, nous poursuivons vers le nord. De nombreux villages, tous plus pittoresques les uns que les autres, coincés entre le lac et la montagne, ou suspendus sur un versant abrupt, défilent sous nos yeux. À chaque escale, notre navette accueille de nouveaux passagers, comme ici à Argenio. Il vento un canto che insistentemente fa, torna sul lago di Como, che di belle... Après les escales de Sala et d'Isola Comacina, la seule île du lac de Côme, nous rejoignons Lezzeno, situé sur l'autre rive, puis le navire retraverse le lac pour longer la pointe du Lavedo, où se dressent de très luxueuses villas, comme la Villa La Cassinella, disponible pour des hôtes fortunés, et la Villa del Balbianello, construite au XVIIIe siècle par le richissime cardinal Durini. Cette belle demeure appartient aujourd'hui au Fonds italien de protection de l'environnement. Elle a également servi pour le tournage de films comme Casino Royale, déjà cité avec la Villa Gaeta. Ricorderò ogni mio giorno e i paesini visti qua, specchi di blu, pigre montagne, lento vaporetto va. Nous approchons maintenant de Tremezzo, qui depuis 2014 a fusionné avec plusieurs de ses communes riveraines pour former la grande commune de Tremezzina. Notre batello fait escale près de la célèbre Villa Carlotta et de son grand parc que nous avons visité précédemment. C'est la dernière escale avant notre destination finale, le village de Bellagio, vers lequel nous fonçons maintenant. Faisant face à Menaggio et à la Villa Carlotta, Bellagio est le village le plus visité du lac. Sa position spectaculaire au croisement des trois bras lui confère un charme exceptionnel qui n'a pas échappé à Flaubert, Stendhal, Liszt et tant d'autres personnages illustres.
hôtels de luxe et restaurants de grande classe s'alignent au bord du quai ou sous les arcades, offrant à leurs clients une douce langueur que rien ne semble vouloir troubler. Le village étage ses belles maisons anciennes aux couleurs vives et pavoisées de plantes décoratives, le long de ruelles escarpées, d'escaliers à grandes marches et de petites places encombrées des tables de café. Les touristes nonchalants musardent d'une vitrine à l'autre en quête de gourmandises ou de petits souvenirs. En haut du bourg émerge la basilique de San Giacomo, datant du XIIe siècle et bel exemple de l'art romano-lombard. Une restauration au début du XXe siècle lui a redonné son apparence romane des origines avec la reconstruction de 2 absides. La mosaïque de l'abside centrale représente le martyre de San Giacomo. Nous continuons notre déambulation en suivant la promenade qui longe le lac jusqu'à l'entrée des jardins de la somptueuse Villa Melzi. Nous sommes ici dans un parc de style anglais avec de grandes pelouses savamment ondulées qui finissent au bord du lac et hérissées de grands arbres centenaires, d'essence traditionnelle ou exotique, typique du goût de l'époque. L'agencement des végétaux résulte d'un choix délibéré de la part des concepteurs qui ont imaginé et créé ces jardins entre 1808 et 1810, l'architecte Luigi Canonica et le botaniste Luigi Villoresi. Tout a été fait pour que le regard s'échappe avec volupté vers la vaste étendue bleutée et ses rives lointaines. On devine la splendeur de ces lieux lorsque le printemps fait exploser en 1000 couleurs azalées et rhododendrons. Statues et petits monuments complètent l'ornement, comme ici la statue de Béatrice et Dante du sculpteur Giovan Battista Comolli, datant de 1810, ou le kiosque mauresque où Franz Liszt est venu trouver son inspiration lors d'un séjour dans la propriété. La villa elle-même a été construite en bordure du lac par Francesco Melzi d'Eril, duc de Lodi et vice-président de la République italienne cisalpine fondée par Napoléon. Conçu comme résidence d'été, c'est un palais de style néoclassique du début du XIXe siècle, d'aspect très sobre, réalisé par l'architecte Giacomo Albertolli. D'autres artistes ont participé à sa décoration, comme les peintres Andrea Appiani et Giuseppe Bossi et le sculpteur Antonio Canova. Faisant pendant au jardin oriental de l'entrée du parc, un petit bosquet de bambou situé à l'autre extrémité témoigne d'un certain goût pour l'exotisme au XIXe siècle. Nous quittons le parc de la Villa Melzi pour un autre parc, celui de la Villa Serbelloni, situé sur le promontoire qui domine le village. Un guide nous conduit sur un chemin escarpé qui gravit la colline et duquel on profite de superbes vues sur le village et les rives du lac. Nous apercevons ici l'arrière du grand hôtel Villa Serbelloni qui se targue d'avoir accueilli de prestigieux hôtes comme Churchill, Kennedy ou Al Pacino. En grimpant plus haut, nous avons vu sur les bâtiments du centre Rockefeller, propriétaire du domaine depuis 1959. L'ensemble de la propriété, qui comprend aussi la villa du comte Alessandro Serbelloni, est un centre d'accueil pour des artistes, chercheurs et praticiens qui trouvent là un cadre propice à leurs activités. Du haut du promontoire, on embrasse à la fois la rive du bras de Côme et celle du bras de Lecco. Des vestiges d'une forteresse lombarde du Moyen-Âge témoignent de l'histoire mouvementée de ce lieu, maintes fois pris et repris. L'endroit est maintenant un formidable belvédère sur le bras de Collico, qui s'étire vers le nord jusqu'au pied des Alpes.
Face à nous, le village de Varenna qui sera notre prochaine étape. À nos pieds, la Punta Spadivento, c'est-à-dire la pointe qui divise le vent, est aussi un autre endroit magnifique pour observer le lac. Retour au port où nous allons embarquer à bord d'une navette rapide qui va nous ramener à Côme en beaucoup moins de temps qu'à l'aller. Les villages défilent à grande vitesse sous nos yeux. Ici Caveno, puis Pognana-Lario, côté est, et là, côté ouest, Lallio avec la villa de Georges Clooney. Nous sommes bientôt en vue de Côme et son Duomo où nous terminons notre croisière. Une autre navette nous ramène ensuite à Cernobbio qui commence doucement à s'endormir dans la lueur de ses réverbères. Dernière excursion autour du Lario, nous partons à Varenna que nous avons aperçu depuis la hauteur de Bellagio en suivant le bras de Lecco. Ancien petit port de pêche, Varenna a gardé le charme de ces villages qui ont un pied dans l'eau et l'autre dans la montagne. Une magnifique promenade à fleur d'eau offre aux visiteurs des vues incomparables qui invitent à la rêverie ou à des plaisirs plus gourmands. Il faut aussi manger à la tienne, hein. La petite station touristique, plus calme que sa voisine Bellagio, compte aussi quelques villas de prestige, comme l'hôtel Royal Victoria, du nom de la reine d'Angleterre qui y séjourna, ou la Villa Monastero, ancien couvent du XIIIe siècle transformé en résidence noble au XVIe. À l'arrière de sa façade lacustre, le vieux bourg s'étire sur le versant d'un promontoire. D'étroites ruelles pavées et pentues, se faufilant parfois sous des arcades, mènent à un quartier d'allure médiévale. Au bord de la grande place, l'église San Giorgio, datant du XIVe siècle, dresse son clocher élancé. Depuis la rive du lac, un ravissant chemin pavé conduit au vieux château de Vezio, situé au sommet de la colline. La pente est raide, mais la récompense est grandiose. L'endroit offre une vue éblouissante sur le village, le lac et ses environs. Comme me voile de sa beauté, le lac se fige devant moi, brillant de tous ses feux sous la caresse du soleil d'été, et offrant à mes yeux la promesse d'un rêve éveillé. Et je pleure de bonheur. Les origines du château se perdent dans la nuit des temps. Au Moyen-Âge, les remparts descendaient jusqu'au bord du lac et ceinturaient entièrement Varenna. Les habitants du village venaient se réfugier au château lors des attaques fréquentes des guerriers de Côme. Après être passé entre les mains de plusieurs grandes familles, le château est désormais loué à une association qui en assure la restauration et y organise diverses manifestations artistiques. Comme là-bas, on s'empare du bonheur. Devant ces paysages enchanteurs, l'on pense à Stendhal qui fait dire à son héros de la Chartreuse de Parme
Je reviendrai souvent sur ce lac et je sublime. pleure. Rien de plus beau ne peut se voir au monde, du moins pour mon cœur. Guardo il fondo del lago, vedo il mio riflesso splendente. Questo specchio mi ha fatto spostare un po' più lontano. Prometto di tornare un giorno sul lago di Como. Et je pleure de bonheur. Et je pleure.